Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir ce soir pour la 15e édition de notre conférence santé. Cette année encore, la salle est quasi comble. Vous êtes plus de 800 réunis ce soir et je vous remercie de votre participation et surtout de votre fidélité. Je remercie la ville de Saint-Étienne, donc on doit excuser les représentants qui n'ont pas pu se libérer ce soir, mais on a le représentant de la mairie qui nous rejoindra en cours de conférence. Je tiens à remercier aussi l'Institut national de la recherche agronomique et bien sûr la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes pour leur soutien dans l'organisation de cette conférence. Cette année, la conférence s'inscrit dans un cycle de conférences nationales portées par EOVI MCD Mutuelle et EOVI MCD Santé et Services sur le thème alimentation, santé et plaisir. 6 conférences sont organisées sur le territoire national afin que nous puissions tous devenir acteurs de notre propre santé. La conférence est cette année encore accessible aux personnes porteuses d'un handicap. Notamment, elle sera traduite en direct en langue des signes. Nous avons réuni ce soir 4 experts pour parler du lien entre alimentation et santé, sans oublier la notion de plaisir, de découverte et de convivialité. Je tiens à remercier les différents intervenants d'avoir accepté de participer à ce débat. Autour du docteur Tessier, chargé d'animer le débat et qui tient ce rôle depuis quelques années maintenant, l'occasion pour moi de le remercier. Il est très confortable pour nous de pouvoir compter sur sa présence et ses compétences pour l'organisation de cette conférence. Donc nous aurons autour de lui le docteur Martine Laville, professeur en nutrition à Lyon, Dominique Dardevet, directeur de la recherche à l'Institut national de la recherche agronomique, qui était déjà présent à notre conférence à Valence et qui devrait l'être aussi à Roanne. Maxime Michaud, anthropologue à l'Institut Paul Bocuse à Lyon, et Grégory Cuilleron, cuisinier et animateur télé. Je vous souhaite une belle soirée en compagnie de nos spécialistes et je vous encourage à poser toutes vos questions en fin de conférence. Merci et bonne conférence. Monsieur le Président de la Mutualité française Loire-Haute-Loire, cher Pascal, c'est toujours avec un immense plaisir que je viens à Saint-Étienne en tant que président de la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes, qui est co-organisatrice de cet événement. Et c'est toujours pour moi un grand plaisir aussi de voir une salle aussi pleine. Alors je voudrais juste vous dire quelques mots parce que je sais que vous êtes venus pour écouter ceux qui sont ici sur la scène. Juste vous dire que la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes, qui couvre la région, c'est-à-dire l'Auvergne et Rhône-Alpes, qui compte plus de 4,5 millions d'adhérents dans les différentes mutuelles présentes sur ce territoire. Et une de ses missions principales, c'est la prévention. C'est la prévention et la promotion de la santé. Et je pense que l'on se retrouve ici ce soir pleinement sur ce sujet de prévention. Donc je ne voudrais pas être plus long. Nous accompagnerons toujours la Mutualité française Loire-Haute-Loire, le groupe EOVI Santé et Services, dans ses différentes interventions sur ces sujets-là. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous remercie pour un gentil parole. Je vous remercie de m'avoir invité de nouveau parce que c'est une opportunité pour moi de rencontrer des gens très intéressants. Et c'est un plaisir de retrouver le public intéressé aux questions de santé. Je dois souligner la prescience dont vous faites preuve chaque année, puisque l'année dernière, le prix Nobel de médecine était attribué à un médecin qui travaillait sur la question du sommeil, et la journée était consacrée au sommeil. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'alimentation,
Et nous avons l'alimentation, bravo. Je sais qu'un an auparavant, c'était quelque chose. Et cette journée mondiale de l'alimentation, donc, qui est un peu le cadre contextuel international, est centrée sur deux objectifs internationaux. La lutte contre la faim, l'objectif de supprimer la faim dans le monde en 2030. Ça fait quelques décennies que j'entends ça, mais bon, on peut peut-être y croire. Et puis, promouvoir une alimentation durable et saine, ce qui est un petit peu notre sujet d'aujourd'hui. Mais pour autant, lorsqu'on songe que l'alimentation débute par l'allaitement maternel, on voit bien quelle dimension de santé et de plaisir elle revêt et combien elle se situe au cœur des relations sociales. Toute sa vie, l'être humain cherchera à reproduire ce moment de chaude tendresse de l'oralité affectueuse. Et il n'est pas de société humaine, quelle qu'elle soit, qui n'ait d'une façon ou d'une autre ritualiser ces modes d'alimentation. Cette structuration de la vie sociale, l'alimentation, l'affirme aussi dans ses aspects identitaires. Songeons à notre fierté de voir la gastronomie française érigée au rang de patrimoine mondial de l'humanité. Mais l'identification liée à l'alimentation a des racines anthropologiques très profondes. On est ce qu'on mange. Traditionnellement, on soignait avec des plantes homothétiques du mal, du pissenlit jaune pour les douleurs urinaires, je crois qu'ici on appelle ça des salades de Barabance, de l'écorce rouge, pardon, excusez-moi, je n'ai qu'une culture visuelle, je n'ai pas de culture orale. Alors, je vais probablement avoir d'autres erreurs de prononciation, vous m'en pardonnerez, hein. De l'écorce rouge pour les troubles des règles, etc. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Je me souviens du dégoût profond que mon invité botswanais a exprimé, malgré lui, parce qu'il m'aimait bien, lorsque je lui ai apporté des huîtres. Lui qui avait été si content de me voir sur le terrain, là-bas, grignoter les chenilles qu'il m'avait offertes. Pour autant, les choix que nous faisons pour nous nourrir ne sont pas sans conséquences sur le corps. Les bugnes, le sarrason, les mâts fins, les grillatons, dont il semble que Saint-Étienne soit le chef, devraient aussi être accompagnés de 5 fruits et légumes par jour si l'on en croit les conseils hygiéniques et les études diététiques. Depuis l'Antiquité, on sait que manger n'est pas anodin, et de tout temps, de très nombreux conseils pour une saine alimentation ont circulé. Certains ont pris valeur d'ordre impérieux, depuis le péché capital de la gourmandise jusqu'à la chasse aux graisses ou au sucre, alors même qu'en parallèle, les producteurs et cuisiniers nous tentent et nous vantent, non sans raison, les qualités gustatives de leurs produits. Quel cruel dilemme devant son assiette. On le voit, manger ne se résume pas au simple fait d'absorber des nutriments, ce que les futuristes du siècle dernier, dans leur courte vue scientiste, prédisaient comme pouvant être réduit à une banale ingestion de pilules. Et alors, pour aborder cette complexité, nous avons donc le président Horry en a un petit peu parlé, donc le professeur Madame Martine Laville, professeure de nutrition à Claude Bernard Lyon 1, et qui est spécialiste en endocrinologie, diabète et nutrition aux HCL. À côté de Mme Laville, M. Maxime Michaud, docteur en anthropologie et responsable de l'équipe de recherche en sciences sociales au centre de recherche Paul Bocuse à Écully. Grégory Cuilleron, cuisinier et animateur télévision, est-ce qu'il est nécessaire de vous présenter, hein, auteur d'un livre récent qui est « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Peut-être vous en parlerez tout à l'heure. Et puis M. Dominique Dardevet, qui est directeur adjoint de l'unité de nutrition humaine avec l'université de Clermont-Auvergne, UQA. Alors, on va commencer par M. Michaud. L'alimentation est partout et de tout temps un prétexte à se retrouver, à partager, même chez les chasseurs-cueilleurs. C'est un moment convivial. C'est la base de toutes les socialisations, se nourrir. Oui, alors, déjà bonjour à tout le monde. Effectivement, alors vous avez déjà rappelé beaucoup de choses dans votre introduction sur le fait que manger c'est beaucoup plus que se nourrir. En mangeant, on exprime un nombre de choses assez incroyables et manger se fait en fonction de normes sociales qui sont intégrées depuis l'enfance souvent, c'est-à-dire que les façons, comment on mange, avec qui on mange, ce qu'on mange, toutes ces choses-là vont être codifiées et codifiées de façon qui dépasse de beaucoup les impératifs biologiques qu'on a de manger. Donc on exprime beaucoup de choses. Et il y a une des façons d'exprimer les choses, c'est avec qui on mange. Manger avec quelqu'un, ça a un lien très fort. Il suffit d'imaginer qui vous inviteriez à manger à table chez vous ou pas. Si c'est des voisins que vous venez de rencontrer, peut-être que vous allez juste faire un apéritif dînatoire, quelque chose comme ça, mais pas directement les inviter à table, parce que ce n'est pas le type de relation que vous voulez exprimer. Et d'une manière générale, manger ensemble, c'est créer des liens forts. Il y a aussi, et manger ensemble, c'est aussi exclure une autre partie des gens, ceux avec qui on ne mange pas, ça veut dire marquer sa position sociale, les groupes dans lesquels on est, les groupes dans lesquels on n'est pas.
Donc vraiment, c'est une façon très importante dans toutes les sociétés de marquer sa position sociale et sa relation avec les autres. Du coup, cette transmission qui joue dans le bien manger, c'est l'éducation qui passe par cet entourage, cette famille, l'école, toutes les habitudes acquises dans l'enfance. Oui, alors il suffit d'imaginer alors avec vos enfants, ou alors repenser à quand vous étiez enfant, le nombre de choses qu'on doit intégrer quand on est assis à table, tout ce qu'il ne faut pas faire surtout, ne mange pas avec tes mains, tiens ta fourchette correctement, mets pas tes coudes sur la table, enfin il y a un nombre de choses à intégrer. Mais tout ça, c'est les normes qu'on intègre effectivement dès l'enfance, et ces normes sociales, on va les répéter. Ça nous agace quand on est enfant, on se dit que c'est vraiment agaçant et qu'on ne fera jamais ça. Puis finalement, quand on devient parent, qu'est-ce qu'on fait? On reproduit la même chose et on est nous-mêmes agacés par nos enfants qui ne veulent pas respecter le minimum du bien manger. Donc, bien manger, pas forcément que dans le sens nutritionnel, mais dans le sens social. Et Monsieur Culeron, sur cet aspect social. Oui, alors la transmission, moi, elle vient plus d'un point de vue physiologique. De physiologie du goût, c'est-à-dire que on parle de la Madeleine de Proust, mais c'est totalement vrai. Quand j'ai envie de manger une blanquette de veau, un bœuf bourguignon, j'en passais des meilleurs, j'ai envie de retrouver le goût du plat que pouvaient me faire mes grands-parents ou mes parents. Et je pense que ça marque durablement de l'intérêt justement de savoir transmettre. J'ai l'occasion de donner pas mal de cours dans les écoles et collèges à des enfants. Et je trouve qu'on voit vraiment quel peut être le lien à la nourriture des personnes au travers de leur réaction face aux recettes qu'on peut leur proposer ou les produits devant lesquels on va les mettre. Et pour moi, ça renforce ma conviction qu'il y a une véritable responsabilité dans la création justement du goût et des bonnes habitudes pour des adultes envers les enfants. Et c'est ainsi qu'on va donner le goût de cuisiner, parce que je trouve que cuisiner, c'est quand même très très important, puisque quand on cuisine, on sait ce qu'on met dans le plat. Alors que quand on achète un plat tout fait, on ne sait pas forcément qu'il y a autant de sucre, autant de sel, autant de graisse. Et je pense que c'est du coup de la responsabilité de chacun que de transmettre ce bon réflexe à leur progéniture. Alors, Madame Laville, on n'a jamais vécu aussi longtemps. L'espérance de vie est maintenant très importante. Parmi les causes de cette longévité, on a l'alimentation suffisante. Juste un chiffre. En Angleterre, il y a une étude rétrospective qui a été faite sur la mortalité en couche du XVIIe siècle, de 1650 jusqu'à nos jours. Et on voit que jusqu'en début du XIXe siècle, donc avant tous les progrès médicaux, cette mortalité a diminué des 2/3. Rien que parce que les femmes arrivaient à l'accouchement non anémiées, parce qu'elles étaient bien alimentées. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner cet impact de l'alimentation, justement, en général? Oui, ça marche. Oui, ça marche. Tout à fait. Effectivement, on n'a jamais été aussi nombreux à vivre aussi vieux, ce qui traduit l'espérance de vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas dans le temps aussi des gens qui vivaient très vieux. Mais si globalement on a augmenté notre espérance de vie, c'est que notre alimentation en fait est beaucoup plus saine qu'antérieurement. Et effectivement, il y a eu un progrès autour des âges sur la qualité nutritionnelle, la sécurité nutritionnelle. Parce que quand même, il y avait beaucoup de mortalité, soit liée à des carences importantes, des famines, et la mortalité en couche avec des femmes anémiées parce qu'elles n'avaient pas assez d'apport en fer et probablement pas assez d'apport en protéines, protéines animales. Et l'amélioration de la qualité nutritionnelle, et puis dans beaucoup de sociétés aussi, la meilleure disponibilité alimentaire, fait que globalement, la participation de la qualité de l'alimentation à cette augmentation de l'espérance de vie est majeure. Et donc, alors qu'on a tendance à avoir un discours, on en parlera bien sûr, la malbouffe, ça nous tue, etc. Globalement, il faut quand même reconnaître que l'alimentation actuelle, et on espère que ça va durer, et effectivement, il y a peut-être un risque que ça ne dure pas aussi longtemps, mais l'alimentation actuelle est quand même une source de santé extrêmement importante. Et donc, effectivement, on est plutôt mieux qu'avant, et mieux qu'au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Pour autant, les liens entre mauvaise alimentation et santé sont de mieux en mieux connus aujourd'hui. Oui, c'est une bonne chose. La connaissance de la nutrition, c'est quand même une science, et c'est une science assez récente. Et on connaît quand même de mieux en mieux les relations entre un état nutritionnel et l'état de santé global.
Et effectivement, si l'alimentation est devenue de plus en plus saine, il y a quand même des dérives actuelles avec des gens qui vont manger à toute heure, enfin on réexpliquera un petit peu toutes ces dérives, qui vont manger trop par rapport à ce qu'ils dépensent, et en parallèle, on a une augmentation de l'obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires et également des cancers. Et on sait que ces maladies très graves pourraient être largement prévenues, au moins 60% de ces maladies pourraient être prévenues par une alimentation plus saine. C'est pour ça que ces campagnes de prévention et d'information sont vraiment majeures, parce que des maladies graves comme ça pourraient tout à fait être évitées en grande partie par des modifications ou par un maintien d'une alimentation saine. Alors, ça veut dire qu'il y a des aliments à risque et des bons aliments. Alors, il n'y a pas des bons et des méchants, hein. Ça serait trop simple à la limite. Il y a tout un problème d'équilibre, hein. On parle de l'équilibre alimentaire. Ce qui est important, c'est d'avoir une alimentation qui correspond à notre niveau d'activité, à notre dépense d'énergie, une alimentation variée. Et en fait, c'est quelque chose qui est quand même très normalement instinctif, hein. On a parlé de l'allaitement maternel, hein. Le nourrisson, de la naissance au moment où il est sevré, va être modifié, va avoir une croissance extrêmement importante, il va modifier ses besoins en énergie de façon extrême. Et il est capable, s'il est en bonne santé, s'il n'y a pas de pathologie associée, de trouver dans le lait maternel la quantité qui est nécessaire à sa croissance. Donc on a dans le corps humain, dans notre biologie, instinctivement toutes les notions pour adapter notre alimentation à nos besoins. C'est après, on intellectualise, on est influencé, on a des humeurs, et là, il peut y avoir des dérives dont on parlera. Alors, Monsieur Cuilleron, est-ce que ça coûte cher? On sait que la part de l'alimentation dans les dépenses des ménages était de 35% en 1960, c'est-à-dire qu'on dépensait un tiers de son argent dans l'alimentation. Aujourd'hui, c'est 1/5, c'est 20%. Est-ce que nous faisons les bons choix? Ouais, j'aime bien croire que c'est parce qu'on gagne mieux notre vie. Est-ce qu'on fait les bons choix? Ça, tout dépend. Je pense qu'on sait quels sont les bons choix. C'est-à-dire qu'une alimentation locale et de saison, ça va permettre de réduire le budget forcément et de manger des produits de meilleure qualité. C'est sûr qu'une tomate qui nous vient du fin fond d'Amérique du Sud va revenir plus cher qu'un cucurbitacé qu'on va trouver dans la région et qu'on va pouvoir mettre dans la soupe le soir. Je pense que ça ne coûte pas tellement plus cher de bien manger. Alors c'est vrai que parfois il faut faire face... On parle un peu de malbouffe à des coûts marketing, on va dire, de gens qui vous vendent du gras et des très très bas morceaux, gras également. Et c'est sûr que parfois on peut manger dans un fast-food pour 2-3 euros. Donc là c'est toujours un petit peu compliqué. Mais je pense qu'on peut manger pour pas très cher. Et on parlait des habitudes alimentaires, c'est vrai que on mange beaucoup de protéines animales à l'heure actuelle, on en mange même trop, et je pense que c'est un des aliments qui coûtent le plus cher, que ce soit du poisson ou de la viande, et déjà si on diminue un petit peu, c'est-à-dire qu'on évite d'en manger à tous les repas, c'est ce que j'explique aux gens, je pense qu'il vaut mieux payer un petit peu plus cher, mais manger un bon beefsteak qui vient d'une bonne vache, plutôt qu'un beefsteak gavé d'eau qui va en plus réduire comme peau de chagrin à la cuisson. Et le reste du temps, peut-être rester sur des légumes, des légumineuses et autre chose de cet acabit. Donc je pense qu'en effet, ça ne coûte pas plus cher de bien manger, mais Jacquet avait raison. Alors, Monsieur Dardevet, le gouvernement s'est emparé de cette question avec le programme national nutrition santé. On a eu ici même, il y a quelques années, le Dr Chauliac, là, qui est à la DGS, qui s'en occupe. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales recommandations et les actions menées? Donc effectivement, on dit toujours qu'il faut manger équilibré, qu'il faut bien manger, etc. Sauf que pour les gens, ça représente souvent pas grand-chose. En tout cas, c'est pas concret. Donc c'est vrai que depuis un certain temps, vous avez un certain nombre de messages qui passent sur différents médias, notamment les 5 fruits et légumes, et ça fait partie donc des recommandations aujourd'hui préconisées. Donc on a le plan national nutrition santé, donc en fait qui est réactualisé assez régulièrement en fonction des habitudes alimentaires. Et aujourd'hui, donc il est basé donc sur 9 critères. Donc je vais vous rappeler effectivement ces 9 critères qui vous donneront quand même des repères pour essayer d'équilibrer votre alimentation. Donc le premier, c'est manger 5 portions de fruits et légumes. Donc effectivement, quand on parle de portions, c'est l'équivalent de 80 grammes. De manger par exemple des pommes de terre avec un petit peu de persil dessus, vous êtes en fruits et légumes 0, puisque les pommes de terre, ce n'est pas un légume, mais c'est un féculent.
Donc voilà, donc c'est des notions comme ça qu'il faut essayer de rappeler, et souvent on s'aperçoit qu'elles ne sont pas très, très bien comprises. Ce qui fait qu'à un moment donné, il faut effectivement toujours réactualiser et toujours essayer d'avoir ce phénomène d'éducation dont on reviendra un petit peu plus tard et qui va permettre d'expliquer donc ce PNNS. Donc on a les 5 portions de fruits et légumes, on a donc 2 produits laitiers par jour, en sachant qu'un produit laitier c'est 125 grammes par exemple de lait ou de yaourt, donc c'est l'équivalent d'un pot, ou c'est l'équivalent de 30 grammes de fromage. Donc là, la recommandation a évolué très récemment puisqu'on était à 3 portions de produits laitiers et la France a décidé de le baisser à 2, notamment pour suivre souvent les consommations naturelles des Français qui, malheureusement, consomment de moins en moins de produits laitiers. Pour ce qui est donc viande, poisson et œufs, donc qui est l'apport de protéines animales, la recommandation est de 1 portion de 100 grammes par repas, en sachant que les œufs représentent, pour avoir 100 grammes en fait, de protéines animales, il faut 2 œufs, et pour les enfants, on est à 50 grammes. Les matières grasses, alors là, c'est un petit peu, je dirais, général, c'est à limiter dans l'alimentation. Là, il faut faire attention aussi, toutes les matières grasses ne sont pas sur le même plan. Il existe des matières grasses, je dirais, qui sont moins favorables et d'autres qui seraient peut-être plus favorables. Donc aujourd'hui, on n'a pas de recommandations précises à ce sujet-là. Mais il faut savoir que notamment les fameux oméga 3 dont vous avez certainement entendu parler, ce sont des matières grasses, mais qui sont plutôt à bénéfice santé pour l'homme. On les trouve où? Les oméga 3, on les trouve principalement donc, par l'intermédiaire des produits animaux, et notamment les poissons gras, et on les trouve également dans certaines huiles végétales, notamment le colza, qui est une très grande source en fait, d'oméga 3. Les produits sucrés, c'est à limiter. Alors aujourd'hui, c'est le gros piège de l'alimentation humaine, c'est le sucre. Le sucre est plus dangereux que le gras en termes d'impact négatif sur la santé. Aujourd'hui, notamment, il y a beaucoup de sucre caché dans plein de produits qu'on a à sa disposition, et donc il faut essayer de chasser, entre guillemets, la mention sucre ajouté, puisque c'est là où on a effectivement des sucres qui sont plutôt simples, qui sont digérés très très rapidement et qui ont plutôt des impacts négatifs sur l'organisme. Le sel, on est aussi à limiter. La consommation moyenne du français est de l'ordre de 10 grammes. Il faudrait descendre à 6. Et là, pour le sel, il y a quand même... Alors là, les industriels sont plutôt nos amis dans ces cas-là. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de développement, notamment sur les charcuteries, où les industriels essayent de diminuer les teneurs en sel de manière à ce que les gens puissent continuer à consommer ce type d'aliment, qui est aussi un aliment plaisir, mais qui soit beaucoup moins riche en sel. L'eau, c'est à volonté, et principalement entre les repas. Et dans le PNNS, donc on parle de nutrition, mais aussi, il ne faut pas oublier l'activité physique. Et dans le PNNS, on inclut une notion d'activité physique qui est de l'ordre de 30 minutes par jour et au moins 5 fois par semaine. Donc activité physique, ce n'est pas forcément sport. Ça peut être d'aller faire ses courses à pied ou de marcher un petit peu. Voilà, c'est de ne pas rester devant la télé ou assis toute la journée. Prendre les escaliers plutôt que les ascenseurs. Et prendre les escaliers, voilà, à la place de l'ascenseur. Voilà. Tout ce qui va permettre effectivement de faire bouger l'organisme va être bénéfique donc, au cours d'une journée. Pour autant, Madame Laville, on continue à observer un fort développement du nombre de personnes en surpoids. Est-ce qu'on peut parler du mal du siècle? Alors, effectivement, il y a un développement des personnes en surpoids et des personnes en obésité. Actuellement, en France, qui est pourtant un pays plutôt privilégié par rapport à l'épidémie d'obésité, si on compte les personnes en surpoids plus les personnes en obésité, on est à plus de 50%. C'est-à-dire que la norme se déplace. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui ont un excès de poids. Sachant que le surpoids est peut-être moins délétère que l'obésité, on a des normes qui nous permettent de voir le risque en fonction du poids, de la taille, notre indice de masse corporelle. Mais effectivement, ça se développe. En France, on est à peu près en obésité autour de 16% des adultes. Mais il y a des pays, bien sûr, qui sont beaucoup, beaucoup plus touchés que nous. Ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'il y a des grosses inégalités entre les gens, et peut-être que l'alimentation n'est pas chère, mais c'est quand même dans les milieux défavorisés qu'on observe des pourcentages d'obésité beaucoup plus importants. Si la moyenne est à 15%, dans les niveaux socio-économiques très élevés, ça doit descendre à 7%, et ça monte très facilement à 25-30%, même en France, dans des zones défavorisées. Donc effectivement, il y a un lien assez important entre le revenu, le niveau économique, et également le niveau d'éducation. Et on reviendra sur l'éducation, mais ça se développe particulièrement dans les zones en difficulté.
Et même dans un arrondissement, etc., on va trouver entre le centre-ville riche et les périphéries des grosses différences dans les quantités et les pourcentages d'obèses. Alors, je crois que vous voulez nous projeter une diapositive sur l'évolution des comportements, le grignotage. Alors, cette diapositive est un peu compliquée, mais on va essayer de la décrypter ensemble. Hein. Dominique Dardevet vous a expliqué un petit peu les recommandations du programme Nutrition Santé, qui sont des recommandations pour la population générale, c'est-à-dire quand on n'est pas malade, quand on n'est pas obèse, il faut déjà faire tout ça. Si on est malade, à la limite, il faut en faire beaucoup plus, hein, puisqu'il faut lutter contre son poids. Seulement, il faut se rendre compte que là, si c'est de la responsabilité de l'individu, hein, l'individu, c'est la personne au centre là, des petits cercles, hein, l'individu, pour faire tout ce qu'il faut faire bien, il va avoir sa psychologie. Hein. Il y a des gens qui aiment bouger, il y a des gens qui n'aiment pas bouger. Il y a des gens qui ont une appétence pour le sucré ou pour le salé plus que d'autres. Donc ça, c'est l'individu. Il y a la biologie. Il y a des gens, vous allez connaître des gens qui ont beaucoup de poids et qui sont en bonne santé. C'est pas la majorité, mais c'est possible. Puis il y a des gens qui sont en surpoids et qui vont être malades. Donc la façon dont on intègre est dépendante de notre individu. Mais en fait, notre mode de vie, il ne dépend pas que de nous. Il va dépendre aussi, j'ai dit, hein, de mes revenus, donc ma capacité à acheter tel ou tel produit. Et puis, il va dépendre, mon activité physique va dépendre de mon métier. Si j'ai un métier sédentaire, je passe beaucoup de temps dans les transports pour aller à mon travail, mais j'aurai moins d'activité que quelqu'un qui va avoir un métier physique. Et puis, bien sûr, si j'habite dans une banlieue très loin de mon lieu de travail, je ne vais pas pouvoir me déplacer en vélo, par exemple, et j'aurai moins d'activité. Et puis, ce que je mange, ça dépend de mon influence. Hein, et je pense que d'autres parleront bien mieux de moi que le poids de la culture et des gens qu'on connaît et de notre éducation. Mais ça dépend aussi de ce que l'agroalimentaire va nous fournir. Donc nous, quand on est médecin, on a action sur l'individu. On va lui dire, fais pas ci, fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça. Mais il faut quand même qu'on se rende compte que l'individu, c'est un élément, c'est important d'informer, mais c'est le contexte et il va falloir essayer de voir comment on peut agir globalement sur le contexte. Alors, justement, M. Michaud, ces messages de prévention qui sont centrés uniquement sur l'individu, les anciens disaient qu'on récite au prono à la messe, hein, 5 fruits et légumes, 5 fruits et légumes, 5 fruits et légumes. On est loin de la coupe aux lèvres. Pourquoi ? Oui, effectivement, les études montrent que les messages sont connus, c'est-à-dire qu'ils sont bien diffusés, ils sont bien entendus, ils sont même bien compris, souvent. Mais pour autant, ils ne sont pas les bases des comportements, c'est-à-dire qu'on ne les suit pas, mais on a tout à fait conscience de ce qu'on devrait faire, mais ce n'est pas forcément ce qu'on fait. Ce qu'on devrait faire en fonction des messages des politiques publiques. Alors déjà, Madame Laville a bien expliqué que nos comportements, le comportement d'un individu en particulier, il est lié à plein de choses et pas que à sa rationalité, et voire assez peu à sa rationalité au final quand on regarde qu'est-ce qu'on fait à quel moment. Je pense que vous avez juste à réfléchir à vos comportements, lesquels correspondent exactement à ce que vous pensez devoir être bien de faire en fonction de votre raison. Vous vous rendrez compte qu'il n'y en a peut-être pas tant que ça. Et puis autre chose, il y a vraiment donc, parmi ces autres contraintes, le poids de la culture, comme vous le disiez, et des modèles alimentaires, les modèles alimentaires culturels ou socio-culturels, ce qui dépend aussi de notre milieu social. Et donc ces modèles vont faire qu'on va manger 3 repas par jour, alors dans certains pays plutôt 4, qu'on va être attiré par certains produits plutôt que d'autres. Monsieur Cuilleron disait il faut peut-être diminuer le nombre de protéines animales, sauf que dans un repas, dans l'imaginaire du repas français, c'est une pièce de viande avec un accompagnement autour. Il suffit de voir ce que font mes collègues à l'Institut Paul Bocuse. En général, c'est comme ça qu'ils conçoivent un plat. Hein. C'est le morceau de viande et l'accompagnement autour. Donc, il y a tout un ensemble de choses comme ça. Et donc là, je parle de l'aliment lui-même, mais il y a aussi comment on mange, à quel rythme, avec qui. Et tout ça est lié à des choses qui sont beaucoup plus fortes. Et un changement culturel ou un changement social, ça ne se décrète pas, mais avec tous les messages possibles et imaginables. Ce sont des choses qui sont très compliquées à transformer, à faire évoluer. En un sens, tant mieux aussi, puisque c'est aussi pour ça que la mondialisation, qu'on a tendance à diaboliser parfois, n'impacte pas tant que ça les modèles culturels tels qu'ils sont. Il suffit de dire, effectivement, McDonald's s'est implanté en France, mais on ne mange pas au McDo en France comme on mange au McDo aux États-Unis ou au Japon ou à certains endroits. Il y a des réappropriations culturelles, des modifications. Donc c'est bien aussi que les modèles culturels existent et ils portent des valeurs, ils portent des choses. Mais quand on veut les faire évoluer
pour des questions de santé, c'est plus compliqué. Il y a aussi les représentations du corps. Un bébé joufflu, un bébé dodu est un bébé en bonne santé. Ah oui, ça fait partie des choses. Oui, ça fait partie des éléments. Et à l'inverse, pendant longtemps, à l'autre bout de l'échelle de vie, au début du XXe siècle, on pensait que les personnes âgées devaient forcément être plutôt minces et sveltes, que c'est plutôt normal pour une personne âgée qui faisait peu d'activité physique et donc qui ne devait pas trop manger. Donc voilà, les représentations, on voit qu'aujourd'hui, on est quand même dans tout autre message avec la lutte contre la dénutrition. Professeur Laville, quels sont les déterminants sur lesquels il est possible d'agir? Là aussi, je pense que vous aviez une diapo, voilà, elle est là. Les politiques publiques, l'environnement, l'agroalimentaire, les lobbies, dont on parle beaucoup. Juste ce petit dessin, c'est un de nos collègues finlandais qui avait des hautes responsabilités en santé publique en Finlande, où ils avaient beaucoup de problèmes avec l'obésité et le diabète. Et donc, ce monsieur a fait ce petit dessin pour dire c'est de la responsabilité de l'individu. Là, c'est qu'un individu obèse qui va... C'est Sisyphe, là. Oui, c'est ça, qui va pousser sa boule de graisse et donc il doit faire tout ce qu'on disait, hein, faire de l'activité physique, faire ça. C'est de sa responsabilité pour que son tissu adipeux ne se développe pas trop. Mais c'est la responsabilité collective qui fait que la pente, la difficulté à faire tout bien sur son mode de vie, eh bien, c'est la responsabilité collective que cette pente diminue. Alors la responsabilité collective, c'est effectivement l'agroalimentaire qui peut aussi faire de l'innovation saine, hein, et il y a des incitations quand même, il y a eu des labels, on pourra parler des logos, il y a plein d'incitations à rendre l'agroalimentaire plus vertueux, parce que globalement on ne va pas être tous à faire notre jardin et à cuisiner toute la journée, hein. Les femmes travaillent aussi, pareil. Et donc la responsabilité collective, c'est la responsabilité de l'urbanisme, faire qu'on puisse se déplacer, que nos enfants puissent aller à l'école à vélo sans se faire écraser. Nos collègues, les gens qui ont l'incidence d'obésité la plus faible, c'est nos collègues néerlandais aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, ils n'ont pas une alimentation extrêmement saine, mais par contre, tout le monde est toujours à vélo, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Et là, c'est facile. À Lyon, on a des pistes cyclables qui s'arrêtent au milieu. On ne laisse pas nos enfants partir à vélo tout seuls. Voilà, donc il faut un peu de tout le monde, quoi. Donc c'est très important de ne pas culpabiliser non plus les gens qui ne suivent pas toutes les recommandations. Ce n'est pas que de leur faute. Alors, est-ce que c'est l'éducation qui va nous permettre de faire évoluer les comportements, Monsieur Michaud? Et quelle éducation? Alors, en partie, oui. Donc, comme on le voyait, effectivement. Mais tout dépend ce qu'on entend par éducation. Si éducation, c'est faire passer des messages et faire apprendre des messages, comme je le disais avant, on peut le faire, mais ça ne fait pas forcément évoluer les comportements. Donc il y a ce que l'on apprend, et notamment à nos enfants. Qu'est-ce qu'on leur dit, qu'est-ce qu'ils savent. Et alors, je ne sais pas les vôtres, mais les miens, ils rentrent de l'école en ayant appris la pyramide alimentaire ou ce genre de choses. C'est assez étonnant maintenant, comme ces messages passent très tôt dans l'éducation. Mais je pense que vous l'avez constaté, les enfants, en général, ils sont plus éduqués par ce qu'on fait que par ce qu'on leur dit. Donc, en général, ils ont tendance à imiter les comportements des parents. Et on a beau leur dire de ranger leur chambre, si la nôtre n'est pas rangée, ça va être compliqué de les faire ranger la leur. Donc, c'est pareil, cette éducation, elle passe aussi par montrer l'exemple et par montrer concrètement et faire les choses différemment pour que nos enfants les fassent différemment aussi. Oui, enfin, je me permettrais juste de rajouter un mot, parce que l'adolescent qui ne range pas sa chambre, c'est plus par provocation que par imitation. Et, bon, les processus d'éducation, moi j'ai tendance à parler de l'éducation pour la santé, où en fait c'est l'auto-estime et la population en situation de précarité dont on parle, c'est arriver à ce que les personnes disent « je vais prendre 5 fruits et légumes parce que je le vaux bien ». Je pense que c'est L'Oréal qui a trouvé le meilleur slogan éducatif, et arriver à ce que les gens se sentent mériter cette mesure de prévention permet d'accéder, mais je ferme la parenthèse, j'ai outrepassé mon rôle d'animateur. Monsieur Dardevet, une pathologie dont on parle beaucoup moins, qui a été un petit peu évoquée par Maxime Michaud à l'instant, la dénutrition des personnes âgées, la sarcopénie. Donc, effectivement, donc, comme l'a dit Martine Laville, aujourd'hui on a gagné quand même un certain nombre d'années de vie, de longévité, mais on n'a pas gagné le même équivalent d'années de vie en bonne santé. Donc aujourd'hui, on vit plus vieux, mais aussi on vit aussi plus longtemps en moins bonne santé. Et parmi effectivement cette frange de population, parce que la population âgée de plus de 65 ans va augmenter et représenter 30% de la population française en 2050,
on a donc des particularités sur cette population et on s'intéresse de plus en plus à la nutrition de cette frange de population. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'effectivement, sur ce type de population, on va avoir un phénomène de malnutrition dans un premier temps. Ça veut dire que les habitudes alimentaires ou l'éducation va jouer. Quand je vieillis, je bouge moins, donc je mange moins. Donc aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai. Quand on a plus de 65 ans, il faut manger autant qu'une personne qui est considérée adulte et en bonne santé. Donc ça, c'est déjà le premier message. Et d'autre part, on a des préférences alimentaires qui changent, on a un goût sucré qui se prononce, donc on mange de plus en plus sucré, et on va avoir une aversion notamment pour certaines sources alimentaires qui sont notamment les protéines, et notamment les protéines animales. Si bien que la personne, en fait, les grands critères en fait, du PNNS ne vont plus être respectés, et du coup, cette personne-là va mettre en danger en fait, sa santé. Et un des phénomènes qui apparaissent, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie, qui n'est pas une pathologie encore, mais qui est plutôt un syndrome et qui est en fait la diminution de masse et de force musculaire avec l'âge. Et on s'en aperçoit dans toutes les populations, les gens le disent, je me fatigue plus, j'arrive moins à ouvrir mon bocal, etc. On perd de la force au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Et aujourd'hui, même si ce n'est pas une maladie, celle-ci peut être effectivement accentuée par un certain nombre de maladies chroniques qui apparaissent avec l'âge, alors les maladies cardiaques, rénales, etc. Et on sait aujourd'hui qu'il y a une très très forte corrélation entre la mise en dépendance de la personne âgée, c'est-à-dire la rentrée en institution, et justement son potentiel et son statut musculaire et sa force musculaire. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre d'études et d'études nutritionnelles pour essayer de mieux nourrir effectivement les personnes âgées et de prendre spécifiquement et de donner des recommandations spécifiques sur cette tranche de population de manière à les maintenir le plus longtemps possible en bonne santé et qu'elles puissent gagner en longévité et en gardant des capacités de santé et en étant en institution le plus tardivement possible. Donc aujourd'hui notamment, une des grosses préconisations, c'est ne pas diminuer sa consommation alimentaire et d'augmenter sa part de protéines alimentaires dans son alimentation, puisque la recommandation aujourd'hui est de 0,8 g par kilo et par jour, et on passe pour les personnes âgées entre 1 et 1,2 g par kilo et par jour. Donc, quand on a plus de 65 ans, il faut manger plus de protéines alimentaires. Alors, on va changer d'aspect. On se souvient de l'épidémie de Pont-Saint-Esprit en 1951, c'était dans le Gard, qu'on a appelé l'affaire du pain maudit, qui a fait quand même 7 morts, 50 hospitalisés en psychiatrie, et qui était liée à une farine avariée, et donc à une maladie de l'ergot de seigle, qui est donc la production par un parasite dans la farine d'une molécule qui ressemble au LSD. Les normes se sont multipliées depuis plusieurs décennies, depuis lors, mais pour autant, les crises médiatiques sanitaires aux conséquences plus ou moins graves s'enchaînent. Pourquoi, M. Michaud, à votre avis, ça s'enchaîne? Alors oui, c'est un paradoxe assez étonnant. C'est qu'on est une période où la sécurité alimentaire a jamais été aussi importante dans l'histoire. Alors la sécurité alimentaire dans deux sens. Tout d'abord, la sécurité alimentaire au sens premier du terme, c'est-à-dire avoir suffisamment à manger. L'absence de famine et de crise. Et finalement, on se rend compte dans l'histoire, et c'est ce que soulignait par exemple un sociologue qui s'appelle Claude Fischler, que plus la sécurité alimentaire s'est installée, c'est-à-dire que moi on a eu la crainte de famine ou de ne pas avoir à manger, plus on va se soucier de ce qu'on mange et s'inquiéter de ce qu'on mange, de sa qualité, de sa nature, qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire qu'en gros, l'angoisse se déplace d'avoir assez à manger à qu'est-ce qu'on va manger, la qualité. Et ce qui fait qu'on va être peut-être plus sensible aussi aux crises sanitaires quand elles apparaissent. Et ces crises sanitaires sont moins nombreuses, mais plus connues qu'il y a longtemps. Donc aujourd'hui, on a moins de crises sanitaires, mais elles prennent tout de suite des proportions très importantes, parce qu'on s'est habitué aussi à cette sécurité, et qu'on considère que ce n'est pas acceptable d'avoir des accidents, qui en général ne sont pas acceptables, bien entendu, mais ça a tendance à avoir des répercussions, un impact social beaucoup plus fort. Donc une sorte d'intolérance au risque. Justement, M. Dardet, est-ce que le risque zéro est atteignable ? Est-ce qu'on peut vivre dans une société où il n'y aurait plus de fibronil dans les œufs, Lactalis n'aurait plus Escherichia coli, enfin bref, où tout serait stérilisé? Par définition, le risque zéro n'existe pas. Donc on essaie de s'en rapprocher, mais le risque zéro n'existe pas. Donc globalement, effectivement, comme il vient d'être dit, c'est-à-dire que bon, aujourd'hui, on est quand même dans une sécurité alimentaire qui est excellente en fait en France. Et notamment donc sur la sécurité, donc je dirais des microbiennes, ça veut dire en fait
La qualité des produits aujourd'hui sur ce plan-là est exceptionnelle en France. Elle est nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut bien effectivement à un moment donné essayer de traiter les aliments parce qu'on ne produit plus aux endroits où on consomme. Donc il faut que les produits soient cueillis à un endroit donné, je parle pour les fruits et légumes par exemple, ou soient transformés à un endroit donné et puissent être conservés et acheminés pour être consommés sur les lieux où les gens vont les acheter. Donc il faut de la sécurité alimentaire par définition. Ensuite, effectivement, aujourd'hui, il y a des risques sanitaires nouveaux qui apparaissent. Alors, nouveaux plus ou moins, donc on a quand même les pesticides, donc aujourd'hui qui sont assez problématiques et reconnus. Aujourd'hui, en France, il y a un certain nombre de normes. Vous ne pouvez pas consommer de produits avec une norme en pesticides qui est dépassée sur un pesticide donné. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il ne faut pas uniquement jouer sur un pesticide donné, mais on en a plusieurs qui sont contenus dans les aliments. Même si chacun d'entre eux est à dose réglementaire, on ne connaît pas la combinaison de l'ingestion, ce qu'on appelle un effet cocktail. Et aujourd'hui, on pense qu'effectivement, la présence de pesticides, même à dose qui serait légale, en fait, pourrait, avec un effet cocktail, avoir des répercussions sur la santé. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de recherches qui sont faites dans cette préoccupation-là, de manière à montrer si, oui ou non, l'effet cocktail existe et pourrait être mettre en danger la santé. Il apparaît aujourd'hui d'autres risques potentiels. Donc on a le risque des OGM. Alors là, c'est très médiatisé. Souvent, tout ce qui est dit n'est pas forcément vrai. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas de réponse, mais il y a quand même un certain... Est-ce que vous pouvez juste décrire en peu de mots ce que c'est qu'un OGM? Alors un OGM, en fait, c'est un organisme qui a été génétiquement modifié directement par l'homme. Je crois qu'on peut donner ce type de définition. À savoir, c'est que, bon, globalement, quand on a l'évolution des espèces, on a des mutations génétiques qui se font, mais elles se font de façon naturelle. L'OGM, c'est qu'en fait, on sauve toutes les étapes et on est capable, en l'espace de quelques années, de produire un nouvel organisme ou une nouvelle plante avec un génome différent, avec des propriétés différentes. Alors, ça va être un maïs qui est résistant à la sécheresse ou un maïs qui est, résistant à certaines maladies. Et à certains pesticides. Ou à certains pesticides, voilà. Donc du coup, voilà. Donc aujourd'hui, bon, il y a un certain nombre de précautions qui sont prises. La France n'a pas le droit, n'a pas donné l'autorisation de cultiver des OGM en France. Donc ça ne veut pas dire que dans l'alimentation, il n'y en a pas, puisqu'on peut importer des végétaux, notamment d'autres pays où là c'est légalisé. Mais aujourd'hui, on n'a pas de relation directe entre la consommation d'OGM et un risque potentiel pour la santé. Par contre, il y a des recherches qui sont faites de manière à essayer de montrer si oui ou non on en a un. Et on a aussi la présence des métaux lourds. Alors là, ça concerne principalement donc, les produits de la mer. C'est là où on a les plus grosses concentrations de métaux lourds. Il y a un risque potentiel. Ça, aujourd'hui, on le sait. Et d'ailleurs, justement, au plan, l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité alimentaire, et avec le plan national de nutrition santé, on préconisait entre 2 et 3 portions de poisson par semaine. Aujourd'hui, on ne dit pas que les produits de la mer sont de mauvaise qualité nutritionnelle, c'est que comme ils peuvent contenir certains contaminants, on préfère diminuer leur consommation et la réduire à, je crois que c'est 1 portion par semaine. Et c'est non recommandé chez notamment les femmes enceintes ou les femmes allaitantes, où là le risque pourrait être majeur. Et on a d'autres choses qui apparaissent, donc notamment on a ce qu'on appelle les nanoparticules. Donc là, c'est en plein essor. Alors, là aussi, qu'est-ce que c'est qu'une nanoparticule? Alors, une nanoparticule, en fait, c'est une particule qui qui peut être rajoutée dans l'alimentation, mais qui existe aussi dans l'industrie, dans les matériaux, etc. Je veux dire, c'est des choses aussi qui existent et qui peuvent avoir des effets bénéfiques, notamment dans l'industrie. Mais en fait, par exemple, on a l'oxyde de titane, qui est donc ce qu'on appelle une nanoparticule. Donc, c'est très, très petit. Et l'avantage de cette molécule, ou son désavantage, c'est qu'elle peut diffuser dans l'organisme de façon complètement instantanée. C'est-à-dire qu'elle peut passer partout. Donc du coup, elle peut exposer l'organisme dans sa totalité. Donc l'oxyde de titane, par exemple, c'est ce qui sert à donner une coloration métallisée, notamment sur les confiseries. Donc vous savez, les petites boules de mariage là, qui sont argentées, ça c'est de l'oxyde de titane, on s'en sert beaucoup dans les bonbons. Et là, il y a un certain nombre de recherches qui me semblent montrer que cet oxyde de titane va pénétrer dans l'organisme et du coup pourrait avoir potentiellement des effets délétères. Donc il y a des nouvelles classes comme ça qui sont mises en évidence et qui sont sujets à la recherche et qui, d'ici quelques temps, vont peut-être probablement faire partie de certaines recommandations ou d'interdictions dans l'alimentation. Alors, Monsieur Culeron, on a vu l'enfer. Est-ce que le bio, c'est le paradis?
Est-ce que le bio, c'est le paradis? Alors, pas forcément. Quand on voit la tripotée de labels bio qui peut exister, c'est pas quelque chose d'évident. Faut regarder un peu les critères de chacun des labels. Moi, j'avoue, il y en a un auquel je me fie plus particulièrement, c'est Déméter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est le moins pire, dirons-nous. C'est-à-dire que le bio, on croit souvent que bio, c'est sans aucun, on n'utilise aucun produit. En fait, non. Il y a des produits qui sont proscrits, mais il y en a certains qu'on a le droit d'utiliser à des degrés divers. Il y en a beaucoup qui obtiennent le label bio sur le cahier des charges et pas sur prélèvement. Ce qui veut dire que si vous respectez bien le cahier des charges, mais que vous êtes en bas d'une colline et que votre collègue qui a un champ plus haut met plein de produits, et ben, vous avez bénéficié des produits et en même temps du label bio. Ce qui est somme toute un peu dommage. Après, il existe d'autres labels qui ne sont pas forcément bio. Enfin, moi, je crois énormément à la culture raisonnée, c'est-à-dire qu'on a des moyens techniques à notre disposition qui nous permettent quand même de faire en sorte que les plantes poussent mieux et qu'on puisse les soigner s'il y a 2-3 problèmes, mais en évitant de trop le préventif et d'en mettre 3 tonnes. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Et moi, il y a un type de labellisation que je trouve très intéressant aussi, ce sont les AOP, anciennement AOC, appellation d'origine protégée, où là, on a des cahiers des charges ultra stricts et en général, ça sort vraiment des produits de bonne qualité. Et je reviendrai juste un tout petit peu en arrière, pardon, pas en avant du tout. J'avais une question moi, pour Dominique Derdevet. En fait, c'était au sujet des poissons, parce qu'on m'a toujours dit que les poissons carnassiers type thon, saumon avaient plus de chances de se retrouver avec des métaux lourds que des petits poissons. Oui, alors en fait c'est juste un effet masse, en fait, tout simplement parce que les carnassiers mangent les plus petits, donc ils sont en fin de chaîne alimentaire, donc ils concentrent tous les polluants contaminants de ce qu'ils ont mangé. Ça veut dire que, je sais pas, le ver marin a un peu de polluants, il est mangé par un poisson un peu plus gros et un peu plus gras, et du coup le contaminant se retrouve concentré en fait par la chaîne alimentaire. D'autre part, les plus gros poissons sont aussi des poissons gras, et la plupart des contaminants sont solubles dans les matières grasses, et du coup on a un effet contaminant voilà, qui est plus important. D'ailleurs, ça a été chez les personnes obèses, il y a des choses qui sont en train d'apparaître. Si on fait maigrir un obèse trop rapidement, en fait, comme son tissu adipeux aura concentré beaucoup de contaminants, il risque en fait de relarguer dans son organisme beaucoup de contaminants de façon importante, et du coup pourrait avoir un effet délétère aussi sur sa santé. Donc voilà pourquoi... Puisque vous avez le micro, M. Derdevet, le récent label Bon pour la santé, là, les 4 A, B, C, D, à votre avis, qu'est-ce que... Le Nutri-Score ? Le Nutri-Score, voilà, le fameux Nutri-Score, je vais parler de ça. Sur lequel il y a eu beaucoup de polémiques. Oui, alors effectivement, c'est un peu comme le PNNS, ça veut dire qu'il faut essayer de donner aux gens un certain nombre de repères. Parce que comme le disait professeur Martine Laville, il n'y a pas de bon et de méchant en fait. Il ne faut pas raisonner en j'exclus ça. Les régimes d'exclusion alimentaire, c'est les pires. Il ne faut rien exclure de son alimentation, sauf si on a une maladie associée, une allergie alimentaire à un produit. Voilà, donc, mais c'est le seul cas. Sinon, il faut essayer de consommer tout. Alors après, c'est compliqué de dire, voilà, comment je fais pour essayer de donner un aspect qualitatif de l'alimentation, mais qui est aussi lié à son aspect quantitatif, c'est-à-dire, alors je ne veux pas fixer de marque, mais globalement de manger, je dirais, une pâte à tartiner chocolatée, voilà, alors si on en mange une cuillère à café, c'est très bien. Ce qu'il faut, c'est pas manger le pot. Mais quelque part, on ne peut pas interdire aux gens de manger ce type de produit non plus. Et donc il a fallu trouver un score qui essaye d'allier au mieux ces deux types de choses. Et donc c'est le Nutri-Score qui est sorti et qui essaye d'allier justement à la fois l'aspect qualitatif du composé qu'on mange, mais aussi potentiellement de ses effets bénéfiques par rapport à des aliments de la même classe. Alors je vais prendre le cas de l'huile parce que c'est peut-être le plus simple. Vous prenez une huile saturée, elle va être rouge, on va dire rouge ou orange, et du coup vous prenez la même huile, c'est aussi 100% de gras, hein. Donc sur un plan qualitatif, je dirais quantitatif, ça va être aussi pire qu'une huile saturée, sauf que si vous prenez une huile insaturée, elle est quand même moins pire qu'une huile saturée, donc du coup il faut lui donner une couleur un peu plus verte. Et bon, c'est ce qui a été essayé de faire avec le Nutri-Score, et bon, on espère que ça va permettre aux gens de les guider et de les aider justement à essayer de choisir sans faire de l'exclusion alimentaire.
Alors précisément, là, merci pour cette transition, parce qu'on a dit en introduction que se nourrir était un acte social, mais avec justement des phénomènes identitaires qui augmentent de plus en plus. Certains choisissent de ne plus consommer de viande, de poisson. On parle de vegan. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, je vais de toute façon rejoindre Dominique Dardevet pour dire que les régimes d'exclusion, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, loin de là. Alors, il faut pas tout mélanger. Il y a effectivement une tendance, et on en a parlé, à vouloir diminuer la consommation de protéines animales et donc s'orienter vers des protéines végétales tout en gardant un apport protéique suffisant. Et donc ça, c'est les végétariens. Et il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que les populations de végétariens sont plutôt en bonne santé. Le problème, c'est les végétariens d'occasion qui ne connaissent pas les règles de l'alimentation végétarienne, et notamment le fait qu'il faut, au niveau des protéines végétales, avoir un équilibre entre les céréales et les légumineuses. Et donc, il y a un certain nombre de règles que les végétariens... On a quand même des pays, des nations où les coutumes alimentaires sont très portées sur les aspects végétariens, et où tout se passe bien, et c'est des régimes qui peuvent être tout à fait équilibrés. Si on le fait mal, on peut avoir des carences, et quand même les carences les plus importantes avec ces régimes, ça va être des carences en fer, et notamment les femmes en période d'activité génitale qui ont déjà souvent des adémies avec des pertes en fer, peuvent être quand même carencées en fer. Après, on va aller jusqu'à vegan, où alors là, on n'a quand même plus ni les produits laitiers, ni les œufs, etc. On arrive à des extrémités où c'est des gens qui veulent faire ça, mais qui par ailleurs sont obligés de se prendre la poignée de compléments alimentaires par ailleurs pour compenser toutes les carences. Et ça commence à poser beaucoup de problèmes aux médecins généralistes, qui ne savent pas comment faire avec leurs patients, puisque souvent c'est des croyances assez fortes et on ne peut pas faire changer facilement, mais comment faut-il qu'ils complémentent? Est-ce qu'il faut faire des prises de sang pour rechercher les carences? Ça devient un petit peu compliqué. Et donc, végétarien, oui, pourquoi pas, si on sait bien le faire. Vegan et imposer un régime véganiste à des enfants en croissance, je pense que c'est dangereux. Et globalement, qu'est-ce qu'il faut penser des régimes? C'est bien, les régimes. Éditorialement, c'est un grand succès. Hein. Je crois que c'était Clémentine Célarier qui disait les régimes, il n'y a que les gros qui en font. Donc, ça ne doit pas être bon. En fait, quand vous faites un régime d'exclusion, un régime très compliqué, alors vous avez des tas de régimes, la soupe aux choux, il y avait Montignac, enfin chaque fois on en sort. En général, on fait un livre, ça marche bien. Il y a toujours quand même des intérêts commerciaux derrière. Il ne faut pas être naïf dans les modes lancés comme ça. Il faut toujours voir à qui rapporte le crime. Mais quand vous faites un régime très perturbant, où vous êtes en train de vous dire « Oh là là, ça, j'ai pas le droit de le mettre avec ça, alors je fais comme ci, comme ça », du coup, vous faites très très attention à ce que vous mangez. Du coup, globalement, vous mangez moins et globalement, vous perdez du poids. Le problème, combien de temps vous allez pouvoir vous torturer la cervelle, embêter tout votre entourage avec votre régime truc-muche. Et en général, c'est quelque chose qu'on fait 15 jours, 3 semaines, on est tout content, on lâche tout, puis on reprend plus de poids derrière. Donc nous, on est très vieille France là-dessus, on reste sur des régimes équilibrés dans lesquels on a du plaisir, dans lesquels on a de la variété, et où on essaye de retrouver ce que je vous disais, l'instinct naturel de l'enfant, et on essaye de demander aux gens de réfléchir, c'est quoi la faim, c'est quoi le rassasiement, pourquoi là je mange, est-ce que j'avais vraiment faim, est-ce que j'avais vraiment besoin de manger, ou est-ce que c'était de l'alimentation émotionnelle, etc. Donc il faut, ça se discute, quoi. Alors, Monsieur Michaud, justement, on a tendance à rigidifier l'alimentation avec maintenant un nouveau terme qui est l'orthorexie, et donc être rigide selon le régime, comme un trouble du comportement alimentaire au même titre que l'anorexie ou la boulimie. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Oui, effectivement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand on mange quelque chose, on ne mange pas que l'aliment lui-même, on mange toutes les représentations qu'on va lui associer. Donc l'alimentation est avant tout, les aliments sont avant tout des objets de projection, de représentation sociale. Donc ça rejoint ce qu'on disait sur les régimes spécifiques juste avant. Donc là, on parlait de ceux qui sont liés à la viande, parce que c'est ceux qui font le plus parler et qui remettent peut-être le plus en cause aussi notre modèle alimentaire. On aurait pu ajouter les régimes sans lactose, sans gluten, qui sont pareils, des régimes où on va avoir tendance à projeter un certain nombre de représentations sur un produit en particulier ou sur un nutriment, et
à partir de ces représentations, se construit un régime excluant. Donc c'est comme ça qu'on construit aussi notre alimentation. Or aujourd'hui, avec la multiplicité des messages, et notamment des messages de santé publique, mais aussi des messages issus de plein d'autres domaines de la société qui vont parler de l'alimentation, on en parle beaucoup dans les médias, sur Internet, de la part de certains individus ou groupes d'individus, ça fait qu'on va rajouter une angoisse à ce que je disais qui est l'angoisse initiale, l'angoisse d'incorporation. Manger un aliment, ça a un côté angoissant. Et en jouant sur ces angoisses, chez certaines personnes, ça peut devenir pathologique. Donc comme on avait des difficultés parfois à contrôler son alimentation, ça peut donner naissance à la boulimie, ou l'anorexie qui fait qu'on a une peur de l'alimentation. On a l'orthorexie qui va être l'angoisse de ne pas manger comme il faut. Et c'est une des conséquences finalement de ces messages. Alors est-ce qu'il faut abandonner les messages pour autant? Pas forcément, mais par contre faire passer aussi le message que faisait passer Madame Laville et Monsieur Dardevec, qui disait il faut aussi savoir se faire plaisir et pas être trop paniqué par ce qu'on mange. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est ce côté vieille France que disait Madame Laville, mais le terme est peut-être Monsieur Dardevec, je voudrais rajouter une petite question, parce que je suis sûr qu'elle se posera dans le public après la conférence, c'est qu'est-ce que vous pensez du régime sans gluten? Je suis sûr que ça va venir. C'est à moi, cette question-là. Alors, bon, le régime sans gluten, il faut savoir qu'il y a une pathologie, c'est la maladie cœliaque. Donc là, on a une pathologie chez l'homme qui est associée à qui est une vraie allergie au gluten. Donc là, forcément, on est obligé de passer dans le régime d'exclusion, de manière à ne pas consommer de gluten, et donc on retrouve principalement dans les céréales. Par contre, il y a ce qu'on appelle des intolérances, on va dire. Donc c'est au sens un peu large du terme, ça peut dire qu'on n'est pas allergique en soi. Ça touche principalement les enfants au départ. Ça veut dire qu'on va avoir des enfants qui vont avoir une hypersensibilité effectivement au gluten, mais ce n'est pas une maladie. Et en fait, la plupart du temps, ça va passer avec l'âge. Donc ce qu'il faut faire, c'est globalement éviter de surexposer en fait, ces enfants-là au gluten, mais ne pas faire de régime d'exclusion, de maintenir de la manière à ce qu'ils s'habituent à en consommer. Et dans 90% des cas, en fait, la personne à l'âge adulte pourra consommer sans problème du gluten. Alors, on sait qu'aujourd'hui, le gluten, bon voilà, c'est très très pareil. Les médias ont emparé ça, les industriels aussi ont pris ça. Donc, alors vous avez certains tennisman qui se sont mis au régime sans gluten et forcément, on a augmenté leur performance. Donc, tout le monde veut être comme cette personne-là. Donc là, c'est purement marketing. Il faut savoir que quand on n'a pas de maladie cœliaque, c'est-à-dire qu'on n'est pas allergique au gluten, quand on enlève toutes les céréales de l'alimentation, on est obligé de compenser, notamment chez les sportifs, par d'autres aliments. Et si l'augmentation des performances de ce tennisman a été augmentée, c'est à cause qu'il a enlevé le gluten ou c'est parce qu'en fait il a changé son alimentation qui lui a permis de gagner de la performance. Donc il ne faut pas non plus faire attention. Alors on est à la même chose avec le lactose par exemple. C'est exactement la même problématique. Des vrais intolérants au lactose, c'est quand même pas quelque chose qui est très très courant. On peut être intolérant et là pareil, ça passe la plupart du temps à l'âge adulte. Alors, très bien, l'avenir maintenant. Demain, qu'est-ce que nous, en Occident, on va manger? Des végétaux, des algues, des insectes comme les chenilles botswanaises, des aliments artificiels? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire face à la nutrition nécessaire de 7 milliards d'êtres humains sur une planète qui est de plus en plus petite? Alors la planète n'est pas de plus en plus petite, c'est que la disponibilité de la planète par rapport à un nombre croissant d'individus, Donc aujourd'hui, la question est posée. Donc alors à la fois sur des aspects, je dirais, de sécurité alimentaire. Donc le premier sens du terme, c'est est-ce qu'on va être capable de nourrir la planète demain avec les surfaces agricoles qui sont disponibles et avec les rendements qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de nourrir les 7 milliards de personnes, puis on pense que ça va quand même augmenter encore dans les années à venir. Aujourd'hui, la question est posée, on n'est pas sûr du tout de ça, et notamment se pose le problème des protéines. Alors les protéines, aujourd'hui, donc, on consomme dans les pays occidentaux et pays développés, on consomme... dans notre consommation de protéines, on est à peu près à 70% de protéines animales pour 30% de protéines végétales. Alors que dans certains pays, culturellement, notamment, je pense à l'Inde, à la Chine, qui sont des pays qui sont en explosion démographique, aujourd'hui, ces pays-là, ils passent d'une alimentation de protéines végétales à une alimentation plutôt de protéines animales. Et c'est là où, globalement, on sait que
il risque de ne pas y avoir suffisamment de protéines animales pour nourrir tout le monde si on mange un taux de protéines animales comme dans les pays occidentaux. Donc aujourd'hui, c'est de remettre, je dirais, au goût du jour donc les protéines végétales dans l'alimentation. Donc comme l'a dit Martine Laville, il faut faire extrêmement attention. Alors, bon, nous, on est nutritionnistes, hein, donc ça veut dire, il faut dire que les protéines végétales sont de moins bonne qualité que les protéines animales. C'est un fait, ce qui n'empêche pas à certaines personnes de consommer que des protéines végétales et d'être en bonne santé. Sauf qu'il faut une éducation suffisamment importante de manière à éviter les carences et il faut consommer un petit peu plus de protéines que si on mangeait que des protéines animales. Par contre, ces régimes-là sont plutôt déconseillés chez les enfants en croissance, comme l'a dit Martine Laville, chez les personnes âgées et chez toutes les personnes malades ou pour lesquelles les besoins sont augmentés. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'études qui sont faites justement pour, premièrement, faire de l'éducation nutritionnelle chez les personnes adultes et en bonne santé, mais également de voir dans quelle mesure ou à quel type de pourcentage on pourrait remplacer les protéines animales par des protéines végétales sur des populations à risque sans que ça entraîne un danger pour leur santé, et notamment sur les personnes âgées. On déconseille aujourd'hui aux personnes de plus de 65 ans de faire un régime vegan strict. Voilà, ça c'est bon aujourd'hui parce qu'on n'a pas suffisamment de recul. Après, bon, dans certaines cultures, on mange à peu près de tout et n'importe quoi, hein, suivant la culture. On va manger des insectes en Asie, mais aussi en Amérique du Sud. On va manger des algues, notamment au Japon. Donc on est capable effectivement de manger et d'inclure dans l'alimentation humaine à peu près tous les produits qui pourraient être à notre disposition, sauf que culturellement, on n'est pas tous prêts. Alors je pense notamment donc aux insectes. Aujourd'hui, les insectes pourraient être relativement une bonne source de protéines, notamment tout ce qui est chenille, par exemple. Hein, c'est plutôt intéressant en termes de composition en acides aminés. Mais c'est très bon. Mais c'est très bon. Sauf qu'aujourd'hui, moi personnellement, je suis pas prêt. Psychologiquement, je suis pas prêt. C'est bien cuit ou rôti. Voilà. Par contre, si on doit augmenter la part de protéines, de sources de protéines alternatives aux protéines animales classiquement aujourd'hui consommées, qui sont principalement les produits garnis, donc la viande et les œufs ou le lait dans nos pays, il va falloir à un moment donné transformer effectivement ces insectes de manière à apporter cette source protéique d'une manière différente et qui ne soit pas forcément visible dans l'alimentation. Et donc on pourrait aujourd'hui, il y a quand même des industriels qui se penchent quand même sérieusement là-dessus, de manière à transformer certains insectes de manière à faire des protéines ou des concentrats de protéines, comme on fait des concentrats de protéines de lait, et qui serviraient d'ingrédients à des préparations culinaires, soit domestiques, soit industrielles. Aujourd'hui se pose quand même un problème sanitaire sur les insectes. On ne connaît pas aujourd'hui quelle est la sécurité alimentaire de consommer des protéines issues d'insectes, puisque les insectes peuvent être porteurs de maladies, ils sont porteurs de micro-organismes, et on ne sait pas aujourd'hui contrôler ça, et si cette source alimentaire pourrait être donnée de façon systématique ou régulière à l'être humain sans générer un problème sanitaire infectieux donné. Donc voilà, aujourd'hui la réglementation ne donne pas encore l'autorisation de consommer en fait des insectes à titre en nutrition humaine en France. Donc Monsieur Culeron, il faut attendre pour la recette du soufflé aux araignées aux coulis de fourmis. Et c'est pas si mauvais que ça, j'ai eu l'occasion d'en manger à l'étranger, on parlait des vers. C'est un petit goût de lait d'amande qui n'est pas désagréable. Bon, c'est un peu mâchouillé, mais ça me fait toujours rire la propension des Français à rechigner face aux insectes quand on pense qu'on mange des fromages avec des vers, des escargots, des grenouilles. Huîtres, pour des d'autres, escargots, c'est un peu des grenouilles, la même limonade. des bulins, toutes sortes de choses qui sont assez peu ragoûtantes. Mais vous, sur cette question de demain, c'est plus sur la question du gaspillage que vous vouliez... Il y a le gaspillage d'une part, parce que je pense que déjà, si on a un bon sens ménager, on peut réduire considérablement pour un ménage le gaspillage alimentaire. Et je pense que, comme on dit souvent, c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait des grandes rivières. Donc si chacun déjà y met un peu du sien. Et je pense qu'il faut réinculquer, on parle de tradition de transmission, il faut réinculquer tout ça. C'est-à-dire que voilà, quand on a des morceaux de viande qui traînent, je me comprends, qui restent de la semaine, on peut très bien les mixer avec du pain imbibé de lait, rajouter des œufs, un peu d'ail et 2-3 herbes, et on se fait des tomates farcies ou du hachis parmentier, enfin des choses de cet acabit.
dit, moi je suis souvent scandalisé quand je vois les poubelles qui sont remplies de produits qui seraient encore consommables. Alors après, c'est comme tout, il ne faut pas laisser traîner les choses trop longtemps, mais on a de la chance d'avoir, maintenant on a des congélateurs, donc la viande, plutôt que de laisser 5 jours au réfrigérateur, on peut très bien la mettre au congélateur et la ressortir en fin de semaine et faire un petit frichti de tout ça. Parce que moi, le gaspillage alimentaire, ça me fait rire parce que dans l'esprit des gens, à chaque fois, c'est on va vous apprendre à faire des frites avec des pots de carottes. Avant d'en arriver là, on a beaucoup d'autres choses à faire avec des produits qu'on a chez soi. Et je pense, de même que le pain, moi, c'est quelque chose qui me... J'ai vécu beaucoup avec mes grands-parents qui avaient connu la guerre et ils ne pouvaient pas supporter qu'on jette du pain. À l'époque, j'avais un peu de mal à comprendre, mais maintenant, j'ai bien saisi la chose. Et c'est vrai que du pain, au-delà du pain perdu, on peut aussi faire de la chapelure. Et la chapelure en remplace très très bien la farine. C'est-à-dire on n'est pas obligé de faire 100% chapelure par rapport à une proportion de farine, mais on peut faire des crêpes, de la pâte à pizza, on peut faire plein de choses avec ce genre de choses. Et je pense que c'est pas mal. Et puis il y a la lutte contre le gaspillage. Il y a aussi un bon moyen d'y parvenir, c'est tout bête, hein, mais c'est de faire ses courses après avoir mangé. Et vous verrez que vous achèterez nettement moins. Ah oui, c'est le premier principe. C'est le premier principe. Alors, Madame Laville, on va changer de sujet, on va aller de l'autre côté, là, le microbiote. C'est très à la mode, il y a des livres qui sortent, voilà, il y a des choses. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous dire où en sont les recherches actuelles sur cette population de nos intestins ? Alors effectivement, c'est à la mode, c'est assez nouveau. Il y a énormément de recherches depuis une dizaine d'années. En fait, la capacité à faire de la recherche sur les bactéries qui sont dans notre tube digestif et avec laquelle on vit depuis toujours en équilibre. En fait, ces bactéries, on ne savait pas les cultiver. Du coup, on avait du mal à les connaître. Et ce qui a permis de faire beaucoup de progrès, c'est le séquençage génétique. Et on arrive à connaître l'ADN de ces bactéries et après de les regrouper en famille et donc de connaître ces êtres étranges qui nous habitent. Du coup, on s'est aperçu que la qualité de ces bactéries était très liée aussi à notre état de santé. La qualité des bactéries, leur nombre surtout, évolue avec l'âge. Les enfants ont pas beaucoup de variétés de bactéries. Et puis en grandissant, on augmente ce qu'on appelle notre diversité. Et en fait, notre diversité de bactéries, elle est aussi liée à notre alimentation. Parce qu'en fait, avec notre alimentation, on nourrit aussi ces bactéries. Et en fonction de ce qu'on mange, on va avoir des types de bactéries un peu différents et une diversité des bactéries différentes. Et notamment, on montre de plus en plus que les fibres alimentaires sont extrêmement favorables au développement de colonies de bactéries qui elles-mêmes auraient des effets bénéfiques, non seulement parce qu'elles sont capables d'entretenir le mucus qu'on a sur nos cellules intestinales, elles sont recouvertes d'un film et ça protège notamment de la pénétration à travers l'intestin de choses qu'on n'aimerait pas, notamment des toxines, parce que certaines bactéries moins gentilles peuvent faire des toxines et normalement ces toxines vont être éliminées dans les fesses sans problème, mais si notre intestin a son mucus de mauvaise qualité, il devient plus perméable et ces toxines vont être retrouvées dans notre sang en petite quantité. Ça ne va pas nous donner une septicémie, une fièvre, mais ça peut nous donner une inflammation à bas bruit qui, elle, peut faire le lit de maladies comme les maladies cardiovasculaires. Donc on connaît de mieux en mieux ces bactéries, comment les moduler. Donc les fibres semblent extrêmement intéressantes. Il y a beaucoup de recherches pour savoir si ce qu'on appelle les probiotiques, c'est-à-dire donner des bactéries comme on en trouve par exemple dans les yaourts, est-ce que ça va permettre de donner des bonnes bactéries grâce aux yaourts? Le problème, c'est que ces bactéries qu'on donne comme ça, elles ne s'implantent pas. C'est-à-dire tant que vous prenez le probiotique, il est là, mais elles ne se colonisent pas. Donc du coup, dès que vous l'arrêtez, vous n'avez plus cette protection. Alors que si vous avez une alimentation qui est équilibrée, qui favorise justement ce bon microbiote, eh bien, ça dure. Mais
Ce microbiote, il nous est très personnel, il nous est quasiment génétiquement lié. On a pu montrer par exemple que lorsqu'on est obligé de faire, chez des gens qui ont des leucémies, on est amené à faire des greffes de moelle, et pour cela, il faut vraiment qu'il n'y ait aucune bactérie qui traîne dans l'organisme, et on fait une décontamination totale avec de grosses doses d'antibiotiques pour complètement nettoyer notre tube digestif d'aucune bactérie. Donc on fait ça, et on a pu montrer que lorsque les gens allaient mieux et récupéraient une alimentation normale et une flore, ils retrouvaient exactement la flore qu'ils avaient avant ce traitement de décontamination. Donc c'est une flore qui nous est très propre et avec laquelle on doit vivre en harmonie, puisqu'elle va pouvoir donc à la fois maintenir notre tube digestif en bon état et puis éventuellement faire des métabolites qui vont être favorables à la santé, d'autres défavorables, et donc il faut en tenir compte. Mais il y a encore beaucoup de recherches à faire dans le domaine. Bon, on va conclure, Monsieur Cuilleron. Là, manger, c'est une question de plaisir. Hein. Ce n'est pas ici à Saint-Étienne que je serai contredit là-dessus. Le plaisir de manger, c'est tous les sens, le goût, la vue, l'odorat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, vous, le maître? Ah oui, au-delà de ça, oui, moi je pense que je suis sapio-gastronome, c'est-à-dire que ça passe pas mal par la tête aussi. Et en fonction des envies, je vous cite un exemple pas très vieux. Dimanche, je suis au restaurant avec ma chère et tendre, et je me tâte entre l'aïoli de cabillaud ou le filet de bœuf au poivre. Je choisis le filet de bœuf au poivre. Je me dis, merde, c'est dimanche, je sais pas, moi, le week-end, j'ai besoin de manger bien. C'est certainement une affaire sociologique, je sais pas, roboratif et puis un peu costaud. Donc, j'ai pris ça et vous voyez, j'ai mon filet de bœuf qui est arrivé, qui était bien saisi, qui avait le petit goût du beurre, mais qui a juste fondu, pas celui qui est trop cramé, celui qui a un petit goût de noisette. Dessus, il y avait du poivre mignonnette. Celui qui vient vous taquiner un petit peu le palais, qui vient saliver, là. Faire exploser comme ça. Et il y avait du gratin dauphinois. Alors là, le gratin dauphinois, un petit peu d'ail, mais l'ail qui a cuit lentement, donc qui devient doux et pas agressif. La pomme de terre fondante, la crème qui venait enrober tout ça sans trop de cuisson. Arrêtez. Avec des choses comme ça, on peut se faire plaisir et je pense que c'est important. Mais j'arrive aussi à me faire plaisir avec des choses saines, hein, je vous rassure tout de suite. Mais une petite salade de haricots avec le haricot vert qui est bien vert, qui est bien croquant et qui va véhiculer un peu ce goût de chlorophylle et juste relever d'une pointe de moutarde, d'un petit peu de vinaigre balsamique qui va nous apporter un peu de douceur et en même temps un tout petit peu d'huile, parce que mine de rien, on en a besoin, hein, de temps en temps, d'un petit peu d'huile. Et vous mettez une petite échotte avec ça participe. Je vois ce que c'est. Et ben voilà, et ça c'est la Madeleine de Proust, ça c'est cette salade de haricots verts, je vais vous dire où je l'ai mangé, j'ai eu la chance de la manger chez Paul Bocuse au restaurant, c'est un truc qu'ils servent comme ça, à côté de la tranche de foie gras. Et ben du jour où j'ai mangé ce truc-là, je peux vous dire, c'est une obsession, et dès que je me fais des haricots verts, déjà s'ils sont plus gros que 2 mm de diamètre, je suis pas content et ça me trotte sans arrêt dans la bouche et dans le cerveau. Et je pense qu'il faut aussi savoir contenter son cerveau, mais savoir lui dire non. J'ai eu la chance de travailler avec un médecin nutritionniste, Dominique Sellier, là, qui officie au centre Léon Bérard, et je vais le paraphraser d'un truc que je trouve assez sympa, c'est le plaisir, c'est savoir dire oui, l'équilibre, c'est savoir parfois dire non. Et je pense que moi j'aime bien quand on dit oui. Je sais pas vous, mais... Ça me paraît être une excellente conclusion pour cette conférence. Et on va passer aux questions. Merci beaucoup. Donc vous avez normalement un petit carton pour écrire les questions. Et vous pouvez, je crois, aussi les envoyer par... enfin, je ne sais pas, j'attends... On peut envoyer par mail, c'est ça? Non? Twitter, sur Twitter. D'accord. Ok. Sur Twitter, pour ceux qui l'ont. Parfait, impeccable. Ouais. Oui, normalement, il y a une... Il ne faut pas que je parle. Normalement, il y a une horloge. Là, il n'y en a pas cette année. Voilà.
Alors, là, comment réagir face au besoin quasi irrépressible de manger du sucre? L'addiction au sucre. C'est vous, Madame Lassine? Addiction au sucre, comment réagir? Alors, ouais. C'est difficile effectivement de résister au sucre et on travaille beaucoup avec nos collègues de la neuropsychiatrie pour essayer de comprendre les addictions alimentaires. Est-ce que c'est des vraies addictions? C'est quand même pas la même chose que l'addiction à l'alcool, l'addiction au tabac. Il y a eu des expériences chez les animaux, chez les rats. Et on était capable de rendre un rat tout à fait addict à une solution de sucre autant qu'à une solution de cocaïne. Parce qu'effectivement, on a des circuits de la récompense qui sont au niveau cérébral et qui peuvent être stimulés par beaucoup de substances sucrées ou par le chocolat. Parce qu'on a les voies de la dopamine, qui sont des circuits de la récompense qui existent. Le problème, c'est qu'on a au niveau cérébral des liens extrêmement étroits entre les voies qui vont contrôler l'appétit et les voies qui sont les voies de la récompense, les voies du plaisir. Et donc, évidemment, il peut y avoir un mélange entre le plaisir et puis l'excès de plaisir. Alors, comment lutter contre l'addiction au sucre? Il faut déjà décrypter quelles sont les circonstances dans lesquelles on a développé cette addiction au sucre. Est-ce que c'est justement une récompense parce qu'on a une frustration? Et en fait, on est obligé de faire une analyse assez détaillée avec les personnes qui en souffrent pour comprendre quels ont été les mécanismes qui ont conduit à ce circuit de la récompense qui est trop stimulé par le sucre. Et c'est en redétaillant ça qu'avec eux, on peut travailler sur l'addiction. Et il n'y a donc pas une réponse unique, je suis désolée. Alors, question, les bienfaits du jeûne ou faire un seul repas par jour a-t-il une incidence sur la santé? Le jeûne, alors ça dépend de quelle durée il va être déjà. Bon, parce qu'après, il y a une certaine mode aujourd'hui qui dit qu'on va jeûner pendant une semaine et on va être en super santé, parce qu'on va détoxifier l'organisme, etc. Il faut savoir que manger, en fait, c'est de donner de l'énergie à son organisme. Donc cette énergie-là, on est capable de la stocker, notamment par l'intermédiaire de son gras. Donc là, on va être capable de pallier à un jeûne prolongé sur le plan énergétique. Donc là, l'organisme est complètement adapté à ce genre de situation. Par contre, la situation sur laquelle il n'est pas du tout adapté, c'est justement la fourniture en protéines alimentaires. Au jour d'aujourd'hui, quand on consomme un surplus de gras ou de sucre, l'organisme va le stocker. Quand on consomme un surplus de protéines, l'organisme ne le stocke pas. Par contre, on en a besoin tous les jours, et notamment à chaque repas. Ce qui fait que quand on va rentrer dans un jeûne, on va enlever en fait la part de protéines alimentaires qu'on consomme. L'organisme n'est pas capable de déstocker quelque chose sans nuire à sa santé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et bien en fait, il va faire fondre les muscles, parce que c'est les organes qui sont le moins vital sur un plan physiologique. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire fondre du muscle plutôt que faire fondre son cœur ou son cerveau. Et donc du coup, si on fait un jeûne prolongé, on va perdre de la masse musculaire. Alors, en soi, ce n'est pas hyper grave, on va être un peu fatigué, on va effectivement se fatiguer plus facilement quand on va faire des mouvements. Et là, le problème, c'est que c'est en fonction de l'âge que vous avez. Si vous êtes jeune et en bonne santé, vous avez perdu un peu de muscle, vous êtes capable de le récupérer. Quand vous allez arriver à un certain âge, si vous perdez de la masse musculaire, vous allez avoir beaucoup de difficultés à la récupérer. Donc si vous faites ça un petit peu régulièrement, ces périodes de jeûne un petit peu prolongées, vous risquez de perdre vos statuts musculaires. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que répéter, vous allez être plus fatigué et vous allez probablement rentrer en dépendance plus rapidement. Donc je dirais que le jeûne, alors je dirais pourquoi pas, mais certainement dans un contexte hyper contrôlé et certainement sous des motifs, je dirais, médicaux, rationnels qui aujourd'hui m'échappent. Si je peux me permettre de compléter, le jeûne existe dans pas mal de sociétés dans le monde comme un moyen, alors à la fois entre le thérapeutique et le spirituel.
Et d'une manière générale, les régimes restrictifs ou les choix alimentaires restrictifs sont parfois aussi des moyens de se réapproprier son corps, de se redonner une identité, de reprendre le contrôle à la fois sur son alimentation, mais à travers ça, comme on l'ingère, sur son corps, sur ce qu'on est. Donc c'est pas forcément négatif, même s'il n'y a pas forcément toujours des effets biologiques avérés, nutritionnels, pour autant, parfois, psychologiquement, ça suffit pour certaines personnes à se remettre en accord avec soi-même, et ça peut avoir des effets positifs, du moment que c'est fait d'une façon qui ne va pas nuire au corps, comme c'était dit juste avant, ou de façon ponctuelle. Voilà. Par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est de respecter un intervalle entre les repas. Parce que la physiologie, c'est, comme l'expliquait M. Darnevet, c'est du stockage, déstockage. Hein. Et donc, il faut quand même être capable de mobiliser ses réserves. Et si on se met à grignoter, à manger tout le temps, on n'est plus jamais en train de mobiliser ses réserves. Et bien sûr, on n'est qu'en période de stockage. Donc, c'est assez important d'être capable d'avoir ces périodes de stockage et de déstockage et qui vont se traduire par la sensation de faim. Et donc, récupérer cette sensation de faim, c'est important. Il y a beaucoup de questions sur les régimes spécifiques, ça, on n'aura pas le temps de les aborder. Il y a une question qui, je pense, intéresse tout le monde, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'application Yuka et Open Food? Moi, en tant que consommateur, je me permets parce que j'avais aucun avis sur le jeûne. Je trouve ça, personnellement, je trouve ça déprimant. Alors, ça vient d'être un peu averti, mais au bout d'un moment, c'est un coup pour le coup à jeûner parce que on n'a plus envie de rien manger. Et je vais poser une question aux spécialistes, c'est-à-dire que moi, je me demandais quelle était la pertinence de ces applications, s'il y avait des spécialistes derrière ou si c'était un peu à la va comme je pousse. Alors, c'est pareil, une application, elle peut avoir un bienfait en soi, sauf que si elle est mal utilisée, forcément, à un moment donné, ça va mal se passer derrière. Donc, effectivement, si quelqu'un ne marche qu'avec l'application, il va potentiellement, ce qu'on va dire, arriver à un régime d'exclusion. En tout cas, modifier tellement son comportement ou son habitude alimentaire que, sans le savoir, il va entraîner un certain nombre de carences. Donc, après, ça peut être des outils d'aide à la décision ou à l'achat, mais en aucun cas, il faut être orthorexique sur l'application et faire que la suivre, parce que c'est là où les ennuis vont commencer, sauf si vous êtes un hyper spécialiste de la nutrition et que vous dites si je supprime tel produit parce qu'il est plus ou moins rouge ou vert, ou plus ou moins transformé, ou plus ou moins ci ou ça, d'accord, vous l'excluez, mais dans ces cas-là, vous le remplacez par quoi? Et c'est ça, le gros problème, c'est je le remplace par quoi? Parce qu'au final, il va quand même falloir manger suffisamment pour subvenir à ses besoins. Et comme je le disais, un aliment, c'est aussi des valeurs symboliques qu'on lui attribue. Il y a beaucoup de choses qu'on met derrière un aliment. On n'ingère pas que des nutriments, on ingère beaucoup de choses. Et le risque de ce type d'application, c'est d'enlever tout ce côté symbolique et de réduire l'aliment aux nutriments. Et culturellement, on perd quand même beaucoup. Ben, ça ne marche pas, surtout. Parce qu'on ne va pas manger ce qu'on ne croit pas être bon pour soi. Il y a une question qui est posée, comment parler à nos enfants de l'impact de l'alimentation sur notre santé, quel rôle l'école peut jouer, et puis intérêt d'instaurer des cours de cuisine à l'école pour augmenter la transmission, plus toujours faite à la maison. Juste les cours, moi je suis pour, donc ça me fournit du travail, mais je pense qu'en effet, je me rends compte que parfois il faut se substituer au cadre familial où on cuisine jamais. Et j'ai remarqué, ça fait 6 ans maintenant que je fais ça, qu'un enfant, au départ, il va toujours vous dire non. Oh non, moi j'aime pas ça, oh non, je ferai pas. Et une fois parce que j'aimais bien les prendre un peu à rebours, et enfin j'aime toujours d'ailleurs, et leur faire des légumes, du poisson, des choses pour lesquelles ils n'ont pas forcément une grande appétence. Et une fois qu'ils l'ont fait, on n'a même pas besoin de leur dire de goûter, ils le font d'eux-mêmes, et en général ils aiment bien. Donc je pense que si on peut à minima modifier les comportements des enfants dans leur vie d'adulte futur, et ben, ça vaut toujours la peine de prendre 1 heure par semaine pour les faire cuisiner un petit peu. Moi, c'est juste pour donner, j'aime bien donner cette étude. En fait, c'est une étude qui a été faite dans la région Hauts-de-France, donc là, et de dire, voilà, si je voulais faire changer les habitudes alimentaires de cette région qui ne sont pas les mieux adaptées au PNNS quand même, c'est de savoir si je devais éduquer les parents ou éduquer les enfants. Donc en fait, il y a 2 groupes de familles qui ont été faits, dans lequel le premier groupe, on a éduqué les parents, de manière à ce que ce soit les parents qui modifient les habitudes alimentaires à la maison. Et dans l'autre groupe, en fait, on n'a pas parlé aux parents, et en fait, on a éduqué les enfants, on leur a essayé de faire passer le message
Et en fait, quand on a fait a posteriori dans quel groupe les habitudes alimentaires avaient été le mieux améliorées, c'était dans le groupe où c'était les enfants qui avaient été et qui avaient reçu le message, puisque en fait, la plupart du temps, les parents suivent en fait ce que veulent manger leurs enfants. Et donc du coup, on a eu un meilleur résultat en éduquant les enfants. Donc ça on a la même expérience en Ile-de-France, tout à fait, maternelle ou alimentaire. Il y a pas mal de questions sur les eaux. EAU, hein, X. L'eau. L'eau. Non, quelle eau à boire? Eau minérale ou du robinet? Là, bon, là c'est pareil, c'est-à-dire que bon, les eaux minérales, bon, c'est pareil. Hein, la plupart de l'eau du robinet est bonne à la consommation. Après, on l'aime ou on l'aime pas, voilà. Mais sur un plan purement sanitaire, elle est complètement, je dirais, dans les normes et la réglementation. Après, les eaux minérales, bon, après, il faut faire attention. Il y a certaines eaux minérales, en fait, qui contiennent énormément de minéraux et qui peuvent être potentiellement délétères pour la santé si on en consomme des très, très grosses quantités. Hein. Alors, je ne vais pas citer de marque, mais il y a des eaux qui sont assez riches en magnésium. Donc, si on en boit beaucoup, on peut avoir quand même un certain nombre de troubles digestifs qui peuvent apparaître. Et après, bon, je pense à ça, mais parce qu'on est en live, hein, donc je sais essayer de répondre, de dire je vais remplacer par exemple mon apport de calcium du lait par de l'eau minérale, ça c'est faux. Parce que le calcium de l'eau n'est pas aussi bien assimilé que le calcium qui est contenu dans le lait. Donc voilà, ça c'est un faux message, notamment à la destination des femmes, hein, pour la prévention de l'ostéoporose ou de l'ostéopénie. On doit consommer du calcium et les personnes se disent de toute façon moi je consomme beaucoup d'eau minérale riche en calcium, sauf que ce n'est pas le même calcium et du coup il vaut mieux pour ces populations-là consommer du lait. Les eaux filtrées qu'on fait chez soi, là bon, j'ai pas d'avis particulier. Excusez-moi, je pose des questions comme ça sans micro, je demandais les eaux filtrées. C'est pas pire que l'eau du robinet? Est-ce que ça enlève des choses dont les propriétés sont aujourd'hui, par exemple, vous savez que l'eau, bon, il y a de l'eau, mais aussi des minéraux et des composés qui sont dedans. On sait que plus l'eau on va enlever des minéraux et des composés à cette eau-là, plus en fait elle va avoir des modifications physico-chimiques qui peuvent être dangereuses pour l'organisme. Donc par exemple, on appelle l'eau distillée, par exemple, c'est l'eau que vous mettez dans vos fers à repasser. Hein. Alors, bien sûr, on met cette eau-là dans les fers à repasser pour éviter que les minéraux se fixent se colmatent les trous. Donc voilà. Par contre, si vous la buvez, elle peut avoir des effets délétères sur votre santé. Donc là, à pas boire. Franchement, l'eau du robinet, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est pas cher et ça évite de porter des packs. Hein. Et puis, il n'y a pas de plastique. C'est vrai. Voilà. Absolument. Ça, je crois qu'on a la chance en France d'avoir de l'eau potable et au robinet. Et croyez-moi, il y a beaucoup de pays qui espéreraient pouvoir en disposer. Alors, une question, est-ce que vous pouvez nous dire un mot des aliments ultra transformés, repérables à la longue liste incompréhensible de leurs composants? Bon, les produits transformés, donc là c'est pareil, on commence à beaucoup en parler, où on se dit que, alors en fait le concept est le suivant, plus un produit est transformé, c'est-à-dire qu'en fait on a désassemblé un produit alimentaire donné pour pouvoir en reconstituer un. Donc c'est surtout par le biais de l'industrie qu'on peut avoir ce type de produit. Et c'est vrai que quand on doit reformuler un produit, on est obligé de rajouter un certain nombre d'autres composés qui vont faire que la liste des composés va s'allonger. Aujourd'hui, effectivement, on peut penser que ce type de produit, sur un plan nutritionnel, vu qu'on désassemble pour réassembler, on va avoir une perte de qualité nutritionnelle de ces produits-là. Et du coup, on va rajouter un certain nombre de composés qui, sur un plan nutritionnel, ne sont pas très intéressants. Donc, on va perdre de la qualité nutritionnelle au sens large du terme. Cependant, ce qu'il faut faire attention, c'est que d'avoir des produits transformés, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant et important pour la santé humaine. Donc, il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Aujourd'hui, on sait, alors moi je m'intéresse beaucoup à la personne âgée, on sait aujourd'hui par exemple que la consommation de viande est problématique chez la personne âgée pour X raisons, qui sont premièrement des affaires de goût. La personne a moins envie de manger de viande, donc elle va moins en manger. Des problèmes physiologiques, parce que la personne a des difficultés à mastiquer, parce qu'elle a moins de dents, parce qu'elle a un appareil dentaire, ce qui fait que cette personne-là va exclure la viande de son régime alimentaire, ce qui est une mauvaise chose. Là, par contre, on peut faire des produits transformés
qui vont être donc plus appréciés et appréciables par ces personnes-là, et la transformation du produit va permettre de maintenir ce type d'aliment dans l'alimentation. Donc là, la transformation peut avoir un effet bénéfique sur certaines populations. Alors, bon, on n'est pas là, bon, il y a le score NOVA, en fait, qui est en discussion aujourd'hui, c'est-à-dire que ça serait de faire un Nutri-Score, mais sur lequel on rajouterait une composante sur la transformation ou le degré de transformation des produits, qui permettrait d'augmenter ou de diminuer la note. Je pense qu'aujourd'hui, c'est relativement polémique et aujourd'hui, je pense qu'on n'en est pas encore là. Globalement, c'est aussi ce qu'on dit, hein, moins on va acheter de produits tout faits industriellement et qu'on va cuisiner soi-même, donc du coup, on va limiter cet apport de produits transformés dans notre alimentation. Mais après, la transformation, elle peut être aussi utile. Par exemple, bon, les tomates, elles sont produites principalement en été. Si on veut manger des tomates en hiver, bon, le fait de l'avoir transformée en pulpe de tomate par l'intermédiaire de la conserverie, ça permet aussi d'avoir un effet bénéfique de pouvoir manger des tomates en hiver sans avoir à les importer. Je crois que ce n'était pas le concentré de tomate qui était visé dans la question. Mais c'est un produit transformé au sens, sens du terme. Je pense que c'était plus les lasagnes surgelées ou les produits hyper transformés. Vous vouliez prendre... Oui, quand même pour insister sur le potentiel éventuellement de transformation bénéfique. Et nous, en tant que scientifiques et chercheurs, on essaye de pousser l'industrie agroalimentaire aussi à avoir des produits qui auront des valeurs ajoutées santé par l'ajout d'ingrédients qu'on sait être bénéfiques. Et c'est eux qui ont la capacité à faire à la fin des produits qui seront palatables, que vous aurez envie de manger. Parce que nous, si scientifiques, on faisait dans notre cuisine le produit idéal pour la santé, ça peut être effectivement les fruits et légumes de notre jardin, ça c'est formidable, mais de temps en temps on aura besoin effectivement, comme il y a eu des développements de biscuits pour personnes âgées qui étaient renforcés en protéines, mais si nous on le faisait dans notre cuisine, on ferait des choses qui ne seraient pas très bonnes à manger. Donc l'industrie agroalimentaire après connaît les problèmes de texture, de capacité là, et donc c'est important qu'il y ait une part de collaboration pour arriver à faire des produits plus sains. Donc il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu entre ceux qui transforment et qui dégradent la qualité nutritionnelle et de ce qui a un potentiel, au contraire, d'améliorer. Et en tant que consommateur, on a un peu à pousser dans le bon sens. Alors, il y a une question qui boucle sur ça, qui pose la question de la restauration collective. N'y a-t-il pas contradiction entre les recommandations du chercheur de l'INRA et les repas proposés en EHPAD? Budget faible, 5 €, etc. Bon, c'est la même chose dans les écoles, c'est la même chose à l'hôpital. Alors, je peux en parler, puisque aujourd'hui, bon, effectivement, je suis chercheur à l'INRA, donc voilà, et aujourd'hui, on est en train de faire une étude en EHPAD, notamment dans 5 EHPAD de Saint-Étienne. Voilà. Donc, et justement, où on sait aujourd'hui que la qualité nutritionnelle des repas qui sont faits en EHPAD est bonne. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les personnes ne consomment pas forcément les produits qu'on leur propose, ou que ces produits-là ne permettent pas de donner à la personne la quantité suffisante pour subvenir à ses besoins. Donc aujourd'hui, on sait qu'il faut, chez les personnes en EHPAD ou en maison de retraite, essayer d'augmenter la part de protéines de bonne qualité dans le repas de midi, et ça, c'est un petit peu compliqué à faire. Donc aujourd'hui, nous, on mène une étude aujourd'hui dans laquelle on va essayer d'intégrer dans des recettes directement donc des protéines de manière à augmenter le taux protéique dans des plats et que ça passe complètement inaperçu sur un plan visuel. Ça veut dire que la personne qui aura le repas normal ou le plat qui a été enrichi en protéines devrait avoir un aspect identique. Et donc du coup on travaille là-dessus parce que du coup on s'aperçoit aussi que de donner des compléments nutritionnels oraux, donc c'est ce qu'on appelle les petites bouteilles qu'on donne aux personnes âgées en disant ben voilà, vous mangez pas assez donc je vais vous donner cette petite bouteille, dans la majeure partie des cas la personne ne le consomme pas. Elle ne le consomme pas tout simplement parce que ça ne ressemble pas à un aliment qu'elle a envie de manger, donc on retrouve la notion de plaisir. Et aujourd'hui effectivement on travaille là-dessus de manière à faire une élaboration de recettes qui soit dans des conditions réelles de vie, donc là c'est en EHPAD, et avec des vraies recettes qui vont permettre en fait de modifier les habitudes alimentaires et les apports nutritionnels des personnes sans que ça apparaisse comme étant
un médicament qu'on donne dans une petite bouteille qui ne sera pas consommé. Monsieur Michaud, vous vouliez intervenir là-dessus? Si je peux juste compléter en une seconde, c'est pour rappeler qu'en institution, et notamment en EHPAD ou à l'hôpital, une des raisons qui fait qu'on a du mal à manger et à manger en quantité suffisante, c'est pas que la qualité alimentaire, c'est aussi tout ce qui va avec. C'est-à-dire que on est amené à manger dans des endroits qui sont inhabituels, avec des gens qu'on ne choisit pas, à des horaires qui ne sont pas habituels. Et du coup, tout ce qui fait le contexte social d'un repas, parce que la définition d'un repas disparaît. Donc on est dans une situation qui n'est pas une situation normale, au sens des normes sociales, pour manger. Et donc, de fait, il y a cette difficulté-là qui fait qu'on va avoir tendance à avoir une réticence par rapport à ce qu'on va manger, peu importe la qualité finalement de ce qu'il y a. Donc il y a toute cette dynamique de comment réintroduire, redonner sens au temps du repas, que ce soit en EHPAD ou à l'hôpital. On fait des formations à l'Institut sur le service du repas, comment avec le service essayer de redonner un petit peu de sens et de valeur à ce temps. Et en EHPAD, il y a plein de réflexions qu'on a menées aussi, nous, par des études qu'on fait avec des gens qui s'occupent d'EHPAD, sur est-ce que le modèle du grand réfectoire avec tout le monde dedans est forcément l'idéal? Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives possibles? Comment les personnes peuvent se réapproprier ce temps du repas? Dans cette complexité, je vais peut-être donner la parole à Monsieur Cuilleron pour qu'il nous répète ce qu'il est dit en termes de conclusion, qui me semblait absolument le oui. Ah, le oui au plaisir. Ouais. Non, bien sûr. Je pense que je travaille pas mal sur ces problématiques, que ce soit pour les scolaires aussi bien que dans les EHPAD. Je pense que l'alimentation, en effet, ça doit être un plaisir, surtout que, alors je ne veux pas comparer les personnes en EHPAD à des prisonniers, mais c'est un peu sociologiquement parlant, c'est un peu ça. On attend l'heure du repas, quelque part, et c'est un vrai moment qui est attendu. Et c'est vrai que celui-ci se doit d'être en rapport avec les grandes attentes des personnes qui sont en EHPAD. Et c'est vrai qu'il y a une notion économique, soit, mais on peut quand même faire des choses bien. Et je pense qu'on trouvera la solution en ayant peut-être des structures légèrement plus petites, parce que parfois on est limité par le nombre de repas à servir et le temps imparti pour préparer ceux-ci, et en même temps par les règles d'hygiène inhérentes à ceux-ci qui sont plus compliquées. Plus on est dans de la restauration collective un petit peu lourde. Mais je pense qu'il y a plein de solutions et moi je ne désespère pas. Je trouve que ça s'améliore quand même. Ben, merci beaucoup. Merci pour votre contribution et puis merci à vous d'être restés jusqu'au bout.